coup les Kermit, j'ai vu tellement de suggestions sous la dernière vidéo en fait, et vous avez une imagination, j'arrive même pas à comprendre. Le fait est qu'il y a tellement de possibilités que j'ai pas encore choisi un. Si vous avez encore des idées pour des noms que je pourrais utiliser pour vous en fait, ce que je vais faire c'est que je vais vous faire voter dans quelques jours ou dans quelques semaines où on se met tous d'accord sur un nom en fait, parce que là il y en a beaucoup trop et je peux pas prendre la responsabilité moi toute seule de choisir un nom. Si vous avez encore des idées, en bas. Et donc pour aujourd'hui on va faire une Q&A parce que je me suis dit c'est la fin de l'année, c'est le moment où je peux tout sortir de mon sac. Et puis je vais prendre aussi cette opportunité pour peut-être me dévoiler un petit peu plus personnellement. Et vous m'avez donné l'occasion en fait, parce que dans beaucoup de questions que j'ai reçues sur Instagram ou sur YouTube, il y a beaucoup de questions qui touchent à des topics qui sont un petit peu plus sensibles. Donc voilà, c'est vraiment une occasion aussi pour moi de me dévoiler un petit peu plus à vous d'un niveau un petit peu plus personnel. Donc je vais commencer avec les questions sur YouTube. Du coup si vous voulez me suivre aussi sur Instagram, c'est GZB Carmo, voilà. Je me fais ma petite pub, tu sais. Alors on a Laurie 83000 qui me demande quels sont pour toi les groupes sous-cotés qui mériteraient d'être plus mis en valeur, plus ton top 10 bias. Pour mon top 10 bias, si tu veux, j'en ai tellement que j'arrive pas forcément à les lister. Si tu veux, je donne pas un chiffre, un numéro à mes bias. Si ça, je sais pas si ça a du sens, mais par contre mon ultimate bias c'est Bang Young-wook de BAP, ça reste inchangé depuis quand même plusieurs années. Je pense que je peux dire numéro 1 c'est Bang Young-wook, le reste c'est interchangeable, ça change selon les comebacks, ça change selon tellement de critères en fait. Et pour la première partie de la question, quels sont pour toi les groupes sous-cotés qui mériteraient plus d'être plus mis en valeur, pardon. Le premier groupe qui me vient à l'esprit c'est Ace. Ace c'est un groupe que je connais depuis leur début, que je peux pas forcément dire que je stan forcément, mais que j'adore énormément niveau concept, niveau musique. Ils font tout ce qu'il faut pour me plaire. Premièrement, le niveau de talent qu'il y a dans ce groupe c'est juste phénoménal. Je vous conseille, si vous connaissez pas vraiment Ace, je vous conseille avant de regarder ce que eux font comme chanson, regardez leurs covers. Parce que c'est comme ça que je les ai un petit peu découverts. En fait ils ont fait des covers par exemple de Blackpink et tout. À partir de là, je vous conseille justement d'aller regarder leur propre musique vidéo. Mais le truc je trouve qui les rend plus uniques que d'autres groupes, et c'est pourquoi je les mentionne là, c'est leur chorégraphie. Ils sont uniques dans la manière dont ils dansent et dont ils chorégraphient la chose. Ils font des mouvements que tu vois pas forcément partout en fait, c'est pas répétitif, ils sont tellement synchro et il y a tellement de force dans leurs mouvements, mais d'un autre côté c'est aussi très fin. Donc pour moi Ace c'est vraiment le groupe cette année que moi j'ai redécouvert personnellement et qui mérite tellement plus. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui me demande tes goals concerts pour 2020. Alors 2020, il y en a pas beaucoup qui ont été annoncés jusqu'à maintenant, mais tu as Day6, tu as 80s, il y a 17 aussi. Pour l'instant, écoute, moi je vise 17 et 80s. Malheureusement Day6 ça fait 2 ans que je vais les rater en fait, tout simplement parce qu'ils viennent durant les périodes d'examen de ma sœur et j'ai pas envie d'aller à un concert toute seule sans ma sœur, donc voilà, je suis solidaire, tu vois. Alors on reste un petit peu sur la question des concerts. Il y a quelqu'un qui me demande tes meilleurs concerts de 2019. Alors je vais pas réfléchir longtemps, pour moi ça a été Monsta X à Paris. Premièrement, l'expérience de l'attente en elle-même, c'était une expérience qui était assez folle. C'était durant la canicule, on était en train de mourir sous le soleil. C'était une expérience en elle-même. Et ensuite, le moment où tu rentres dans la salle et que tu les vois enfin, c'est vraiment ton cadeau, tu sais, pour toute l'attente et tout. Et puis, je me dis quand même, c'est l'une des dernières fois où j'ai vu Wonho en fait, qui est quand même mon bias dans Monsta X. Je perds pas l'espoir de le revoir dans le groupe dans le futur, mais voilà, il y a une raison pour laquelle pour moi Monsta X était mon concert préféré de 2019, c'est aussi parce que justement c'est l'une des dernières fois que j'ai vu Wonho, donc voilà. Je ne vais pas pleurer. Il y a Grey qui me demande ton avis sur les rookies de cette année 2019 et lesquels sont tes préférés. Les groupes qui ont débuté cette année, c'est-à-dire ITZY, Everglow, Cherry Bullet, tout ce qui est CIX, AB6, X1, tout ce genre de groupes, pour moi c'est des groupes qui sont extrêmement talentueux. J'ai l'impression que d'année en année en fait le niveau de talent augmente. Il y a quelques années en arrière tu dis il y a un groupe qui commence, ils ont une chanson qui est moyenne mais tu vois leur amélioration, tu sais, alors que les rookies d'aujourd'hui ils sont déjà à un niveau qui est extrêmement élevé par rapport à ce que les rookie groupes des années précédentes faisaient. Pour moi c'est un truc que j'arrive même pas à comprendre. Quand moi j'avais leur âge, j'étais sûrement en train de pleurer devant mes devoirs de maths. Du coup moi personnellement mon groupe préféré, mon petit coup de cœur de cette année c'est CIX.
CIX c'est un groupe qui est encore en développement, c'est-à-dire j'ai encore de la peine à dire c'est quoi leur identité musicale, tu sais. Mais leur début de song était juste un bop, mais Movie Star c'est un truc qui, ça me parle quoi. C'est un concept qui est un petit peu plus mature, hein, malgré le fait qu'ils soient relativement jeunes quand même. Hein. Ça c'est vrai que c'est un petit peu bizarre qu'ils ont décidé de débuter avec un concept qui était aussi sensuel, alors qu'ils sont quand même jeunes. Mais voilà, moi j'apprécie énormément leur album, je le joue en boucle aussi. Et leur premier comeback, en fait, ils sont revenus avec un clip qui m'a énormément touchée, qui parle justement de tout ce qui est la dépression, les envies de suicide. Et voilà, dans le contexte d'aujourd'hui, je trouvais que c'était osé, mais que c'était nécessaire. Et j'ai l'impression que c'est un groupe qui est là pas que pour faire de la musique, mais aussi pour transmettre un message. Et ça c'est extrêmement important pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que CIX, je les vois dans quelques années être vraiment dans mes groupes préférés. Et voilà. Alors, il y a Elliot K-pop qui me demande où as-tu appris l'anglais. Je vais pas vous répondre à l'école. Parce que pour être honnête, j'ai pas envie de discréditer l'école, mais pour moi, clairement, l'école ne m'a pas aidée à apprendre l'anglais. Mon histoire avec l'anglais, tout simplement, c'est parce que je regardais des animés et le fait est que je devais toujours attendre trop longtemps pour avoir les VOSTFR. Donc ce que j'ai fait, je me suis mis à les regarder en English sub. Et c'est à partir de là justement que moi je vais chercher ailleurs que des animés. Je regardais des shows en anglais, je regardais des vidéos en anglais, je lisais en anglais aussi. L'un des conseils que je donne le plus souvent, parce qu'en fait, si vous le savez pas, en fait je donne des cours en anglais et en français à des étrangers. Et l'un des conseils que je donne souvent à des personnes qui veulent apprendre l'anglais ou le français, peu importe, c'est que tout d'abord vous devez trouver un intérêt, un topic qui vous intéresse en fait, et c'est seulement si vous êtes intéressé que vous allez pouvoir justement apporter cette énergie pour apprendre. Si vous n'avez pas d'intérêt pour commencer à apprendre une langue, ça va être très difficile d'investir cette énergie justement à apprendre une langue. Donc ça peut être n'importe quoi. Ma soeur par exemple, elle a appris l'anglais par les animés aussi, mais par aussi les vidéos de cuisine sur YouTube. C'était un point de discussion qui elle l'intéressait, et parce qu'elle était intéressée et parce qu'en anglais il y a énormément de contenu, elle est allée chercher ce sujet, et à partir de là que tu vas construire ton lexique, ta compréhension orale. Et posez-vous toujours la question en fait de pourquoi est-ce que j'apprends ça, à quoi ça va me servir plus tard. C'est-à-dire que maintenant j'ai l'impression, en tout cas moi d'après ce que j'ai vu de ma propre expérience à l'école et tout, on nous apprend énormément de choses où il n'y a pas de but. Je m'éloigne un petit peu de la question, mais le fait est que les profs ont toujours un programme, mais ils n'ont pas de finalité. Pour eux, leur finalité, c'est de finir leur programme, alors que nous, en tant qu'élèves, on a besoin de ressortir de cette année scolaire avec quelque chose, avec un bagage qui nous sera utile dans le futur, en fait. Et je trouve que c'est un problème dans notre système éducatif. Voilà. C'était mon petit coup de gueule, ok? Alors, il y a quelqu'un qui me demande quelles sont tes origines, please. Alors, mes origines, je suis franco-vietnamienne. Mon papa est français, ma maman est vietnamienne. Je suis née en Suisse, donc sur papier, théoriquement, je suis franco-suisse. Voilà, mais mes origines de sang, je suis franco-vietnamienne. Voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à apprendre le coréen? Alors, absolument. Je crois que tout le monde, à partir d'un moment, quand tu es intéressé par exemple, la chanson coréenne ou japonaise, chinoise ou anglaise, ou peu importe, tu sais, à un certain moment, tu te dis, j'aimerais pouvoir comprendre ce qu'ils disent, tu vois. Donc je pense qu'on est tous passés par cette idée de genre je veux apprendre. Personnellement j'ai investi financièrement dans des bouquins et tout pour essayer d'apprendre, mais finalement mon expérience avec l'apprentissage de la langue coréenne, ça s'est passé exactement de la même manière que mon apprentissage de l'anglais en fait. Parce que j'avais un intérêt, la K-pop, tout ce qui est K-drama, les K-shows, etc. Moi c'était mon point d'intérêt, et à partir de là, c'est vraiment du visionnage et c'est de l'écoute en fait. Ton cerveau au bout d'un moment, il va se faire à l'idée que ce son-là, c'est ce mot-là, ça signifie ça. Et après moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressée à l'alphabet, qui je trouve est l'un des alphabets les plus faciles à apprendre en fait. Parce que contrairement au chinois ou au japonais par exemple, l'alphabet coréen, c'est des lettres, c'est pas une signification en soi-même. Donc c'est-à-dire que le A, tu as l'équivalent en coréen. Donc ça fait qu'à partir de là, j'ai appris très vite l'alphabet coréen par moi-même, tu vois, par internet, etc. Par contre mon problème c'est que voilà, moi je stagne maintenant. Je vais pas chercher plus loin à apprendre. C'est-à-dire que quand je regarde une émission ou que j'écoute une chanson, je peux comprendre, on va dire, une grande partie,
c'est pas que je comprends tous les mots, c'est que je devine le contexte et que je devine justement la phrase, tu vois. C'est ce que je dis souvent aussi quand j'apprends ou bien que j'enseigne, c'est qu'on n'est pas obligé de comprendre absolument tous les mots pour pouvoir comprendre la phrase ou le contexte. Donc moi ça me suffit pour l'instant. Et le truc que j'ai remarqué, c'est que comme moi et ma soeur on est allés à Séoul, on a réussi facilement à lire les signes, à lire les menus, etc. Autant elle et moi, on arrive à lire en fait le coréen, on le comprend relativement bien, on a pu se faire comprendre, on a pu partager avec des gens là-bas, c'est-à-dire que le niveau qu'on a au jour d'aujourd'hui est suffisant pour justement un séjour touristique à Séoul par exemple. Alors il y a Dina qui me demande des groupes que tu veux stan. J'aimerais vraiment pouvoir stand The Boys en fait. C'est un groupe auquel je réagis constamment sur ma chaîne et que je dis tout le temps, c'est que je les oublie en fait, j'oublie qu'ils existent. Et à chaque fois qu'ils reviennent avec un comeback, un clip et tout, c'est là où je suis là, ah putain ils sont bons en fait. Ça fait qu'il y a plusieurs choses qui m'ont retenue, tu sais, il y a plusieurs scandales, ce genre de choses. Et j'ai pas forcément été plus intéressée dans ce groupe pour je ne sais quelle raison en fait, mais leurs chansons j'adore, j'aime beaucoup et je sais pas, j'arrive toujours pas à franchir le pas de stan, mais j'aimerais vraiment un jour peut-être, on sait pas. Alors il y a Vava qui me demande est-ce que YouTube t'a permis de faire des choses en rapport avec la K-pop? Si on parle des choses concrètes, oui, totalement, j'ai des opportunités par rapport à recevoir des produits, recevoir des albums, j'ai pu interviewer des groupes. YouTube me permet avec ma plateforme au jour d'aujourd'hui, me permet de faire des choses que je n'aurais jamais pu imaginer ou concevoir faire il y a quelques années en arrière, tu vois. Donc oui, ma plateforme grandit grâce à vous, parce que ma plateforme grandit, on me propose des choses, on m'apporte des opportunités et donc oui, totalement. Alors bien sûr il y a beaucoup d'autres questions mais je vais pas pouvoir répondre à toutes et chacune comme ça. Par contre maintenant je vais passer aux questions de Instagram et il y en avait un petit peu plus et là je pense que c'est vraiment là où on va parler un petit peu plus en détail, un petit peu plus personnel, donc voilà. On va commencer avec une question qui est très légère. Comment tu fais pour faire autant de coloration, décoloration sans abîmer tes cheveux ou peu? Alors, faut pas croire que mes cheveux ne sont pas abîmés. C'est très abîmé. J'ai appelé ma coiffeuse il y a littéralement 2 jours pour lui demander un conseil parce que mes cheveux avaient une texture un peu genre cireuse. Et en fait elle m'a dit mais tes cheveux sont poreux, ils retiennent trop l'humidité. Et donc oui, mes cheveux sont morts, littéralement. De temps en temps chaque année il y a des moments où j'ai des cheveux un petit peu plus bruns ou un petit peu plus foncés parce que c'est là où je me dis il faut que je fasse une pause, c'est pas possible. Il y a beaucoup de vous qui ont été intéressés par mon parcours scolaire, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Alors il y a quelqu'un qui me demande quelle était ta matière préférée au lycée et est-ce que tu étais une bonne élève? Personnellement, j'adore l'histoire en fait. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je faisais des bonnes notes en histoire. Après, j'ai pas envie de sonner prétentieuse en répondant à la deuxième partie de la question, est-ce que j'étais une bonne ou une mauvaise élève? En général, on va dire que je m'en sortais plutôt pas mal. Il y a des matières où je m'en sortais bien, comme l'histoire par exemple, l'anglais. Il y a d'autres matières où je ramais carrément, c'est-à-dire tout ce qui est maths, physique, bio, chimie, c'est même pas la peine. En moyenne, j'étais une relativement bonne élève, on va dire. Il y a quelqu'un qui me demande mes résolutions pour 2020. Ça, je crois que je vais créer une vidéo totalement dédiée à ça, la signification de mes tatous, et je vais aussi justement regrouper ça avec une autre question, c'est est-ce que tu as déjà été dépressive ou dans un mauvais état et comment est-ce que j'ai dépassé ça? Alors, c'est là où on va aller un petit peu plus au niveau personnel. Le fait est que je n'ai jamais fini le lycée en fait. En dernière année lycée, j'ai été admise aux urgences et j'ai été directement internée dans un hôpital pour justement dépression et anxiété. J'allais avoir mon bac, je le savais, j'avais les capacités, j'ai les notes, j'ai le niveau, mais le fait est que ma santé mentale à ce moment-là ne me permettait pas d'aller au bac en fait, de faire le bac. Ça fait que je n'ai pas mon bac, je n'ai pas le papier et je suis restée justement dans cet hôpital pendant plusieurs semaines. Je suis sortie de là et je suis allée pendant 6 mois au Vietnam en fait après ça, pour être dans un autre environnement, pour me retrouver, pour juste essayer de voir autre chose, de prendre un autre air en fait tout simplement. Et durant mon séjour au Vietnam pendant ces 6 mois, j'ai eu mon premier tatouage. C'est celui qui est là d'ailleurs si vous l'avez jamais vu. C'est une phrase qui est She designed a life she loved.
En français, vite fait traduit, c'est elle a construit une vie qu'elle aimait. Et je trouvais à ce moment-là que cette phrase me parlait énormément parce que c'est un petit peu ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de me reconstruire et que encore au jour d'aujourd'hui, je travaille à construire justement une vie, un parcours que j'aime, qui me plaît. Donc en fait, la majorité de mes tatouages, je vais pas m'attarder sur chaque tatouage, mais la majorité de mes tatouages sont en rapport avec ma dépression, mon anxiété et comment je me suis reconstruite en fait. Et je peux clairement dire au jour d'aujourd'hui que mon état mental de quand j'avais 18 ans n'est pas le même d'aujourd'hui quand j'ai 24 ans quoi. Et Dieu merci, je suis de loin pas une professionnelle ou quoi que ce soit, mais par rapport à mon expérience et ce que j'ai vécu, si je peux donner quelques conseils aux personnes qui vivent une situation similaire, c'est de se recentrer en fait, de se retrouver et de parler avec quelqu'un, même si ça apporte pas forcément une solution derrière à la fin. Le fait de parler et de partager, rien que ça aide énormément. Et je m'aide aussi moi-même à survivre tout ça, à dépasser tout ça par rapport à mes tatouages, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je grave quelque chose dans ma peau, pour moi c'est un mémo, c'est une sorte de message pour moi-même. Oh. C'est un message pour moi-même dans le futur de... Ah, j'ai pas envie de pleurer. Ouais, c'est un peu un message pour moi-même, pour dans le mois du futur, de me souvenir de mon parcours et du fait que je suis encore là en fait. Donc, voilà. Et je suis désolée que l'atmosphère d'un coup elle est devenue carrément plus lourde comme ça. Mais justement, il y a beaucoup d'entre vous justement qui m'ont demandé ce que je pensais des suicides des idoles ces dernières années. Oui, on a eu plusieurs idoles qui nous ont quittés cette année, mais j'ai pas envie de réduire ça à juste des chiffres, tu sais. Ça me touche énormément. Je suis pas le genre de personne à être super publique par rapport à tout ce qui est comment je réagis par rapport à la mort, par rapport à la dépression, par rapport au suicide. J'ai envie de me détacher complètement de ça niveau sentimental parce que j'ai pas envie que ça me blesse plus que ça en fait. J'ai pas été forcément vocale par rapport à ce que je pensais par exemple quand Sully est décédé parce que ça devenait trop personnel. On en a discuté avec ma soeur par rapport à tout ça dans une vidéo en anglais et je disais dans cette vidéo que pour toute mauvaise expérience, on va dire, on doit en sortir quelque chose de positif. Il faut absolument que la K-pop change, en fait, pas que la K-pop bien sûr, c'est carrément plus grand que ça, mais c'est tellement difficile vu que c'est tellement grand en fait comme problème. C'est pas que en Corée, c'est vraiment partout, hein. C'est la société, c'est une manière de penser que la santé mentale est super stigmatisée en fait, la dépression, le suicide, etc. C'est encore quelque chose qui est très tabou, surtout dans la société asiatique en général. En Asie, il y a tellement une pression familiale, pression de la société de toujours être parfait, de toujours faire bien, de toujours être bien, d'avoir une bonne image, de bien représenter le nom de la famille, etc. Et pour en revenir justement à la K-pop, ce qui est difficile je pense, c'est toutes ces idoles sont des personnages publics, ils sont constamment regardés, ils sont constamment jugés, ils sont tenus responsables de même la moindre petite faute, tu sais. Je pense qu'on doit même pas savoir le 80% de ce qui se passe par rapport au contrat, par rapport à comment ils sont traités en vrai et tout, donc moi ça me désole énormément de voir où en est la K-pop au jour d'aujourd'hui, les idoles, comment elles sont traitées. Mais ce que je vois aussi, c'est que de plus en plus, beaucoup d'idoles disent, voilà, moi, je souffre de ça, j'ai besoin de temps pour aller mieux, et vous devez m'accorder ce temps, vous devez m'accorder votre compréhension. Je trouve ça courageux, premièrement, et j'espère juste que dans le futur, on voit une amélioration dans la K-pop, dans la société en général, et voilà. On rigole bien sur ma chaîne. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce qu'une journée avec tes abonnés est faisable? Si oui, quand? C'est pas la première fois qu'on me pose cette question et je réponds à chaque fois que j'aimerais énormément pouvoir organiser ça un jour. Je sais pas comment ça marche, je sais pas comment organiser ça, je sais pas si vous seriez partant pour ce genre de choses. Parce que, pour être honnête avec vous, j'ai pas l'impression d'être une personne qui est importante, qui est aussi importante pour pouvoir me permettre de faire ce genre de journée en fait. Donc oui, j'y ai pensé, mais dans la réalisation de la chose, je suis complètement perdue en fait. Donc voilà. Mais j'aimerais énormément pouvoir juste m'asseoir avec vous, parler autour d'un petit café, un truc du genre. C'est vraiment quelque chose que j'apprécierais énormément. Mais c'est vrai que dans la réalisation de la chose,
Je sais pas comment m'y prendre en fait. Et pour finir la vidéo, parce que sinon ça va prendre des années, la dernière question c'est comment est-ce que tu peux rencontrer des idoles parfois comme N.Flying avant les concerts? Alors cette réponse ça revient un petit peu à est-ce que YouTube te permet d'accomplir des choses en fait, et rencontrer N.Flying c'est l'une des choses que YouTube m'a permis de faire, mais c'est aussi grâce à HXL, putain c'est tellement dur à dire, HXL Event, c'est vraiment grâce à eux qui m'ont permis de faire ça et tout. Eux m'ont accordé leur confiance justement pour rencontrer N.Flying et tout et tout. Je voulais juste aussi m'excuser vite fait par rapport au changement de lumière en fait, c'est juste, c'est terrible. Et puis bah pour finir la vidéo tout simplement je voulais dire bah merci de toutes les questions, de l'intérêt que vous avez, etc. Je voulais vraiment prendre cette occasion aussi justement comme j'ai dit au tout début de m'ouvrir un petit peu plus, de partager un petit peu plus de mon expérience personnelle et que voilà je vous aime fort. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo en français et d'ici là je vous embrasse, gros bisous.